J'espère que vous êtes en forme en ce mois de juillet. Hop, plutôt chaud. J'ai pris un petit coup de soleil, moi. Je vais garder la casquette. On va parler ce soir de glossophobie. Donc, glossophobie, c'est la peur de prendre la parole en public. On va voir que c'est absolument pas un drame d'avoir la peur de parler en public, que ça n'empêche pas des gens qui voudraient enseigner ou devenir accompagnant ou coach en prise de parole en public. C'est pas un problème en fait de démarrer d'une situation où on a soi-même peur de prendre la parole en public. Et donc je vais vous partager tout de suite, hop, ma présentation. Je vais me mettre là sur le côté, comme ça vous y voyez quelque chose. Très bien. Normalement, c'est bon. Voilà, j'espère que vous voyez. Toc, toc, toc. Normalement, vous voyez la présentation. N'hésitez pas dans le chat à me dire si jamais vous ne voyez pas. Donc, l'idée, c'est que c'est toujours assez fabuleux quand on surmonte soi-même quelque chose, quand on rencontre une difficulté forte. En général, c'est des personnes qui arrivent à surmonter leurs difficultés qui ensuite deviennent les meilleures quelque part à transmettre et à aider d'autres personnes à surmonter cette difficulté. C'est pour ça que je parle de super pouvoir, que la glossophobie pourrait bien être un super pouvoir pour vous, puisque vous pourriez transformer cette phobie. C'est pas un défaut, hein. Déjà, il faut comprendre ce mécanisme. C'est un réflexe de survie qui est codé dans le cerveau primaire. Alors historiquement, pourquoi? Parce que prendre la parole en public, c'est s'exposer au groupe et c'est prendre le risque de se faire rejeter par le groupe. Si on dit quelque chose qui convient pas au groupe ou qui plaît pas, eh ben on pourrait être rejeté du groupe. Et il faut savoir que il y a très 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 longtemps, la condamnation la pire qui pouvait arriver pour une personne, c'était le bannissement, c'était d'être banni du groupe. Donc les gens n'étaient pas jetés en prison ou ils n'étaient pas condamnés à mort, ils étaient bannis de la communauté. Mais banni de la communauté, ça voulait dire expulsé du lieu de vie, du village, de la grotte, de la clairière, ne plus avoir accès aux faits, être promis à une mort certaine. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où oser briller, entre guillemets, pour certaines personnes, juste prendre la parole en public devant tout le monde, ça serait comme se mettre en avant. Et donc cet oser briller, bah, il va déclencher la même alarme, puisqu'il y a des choses qui ont été engrammées comme ça dans le cerveau. Alors, il y a plein de stats par rapport à la prise de parole en public. En Angleterre, par exemple, on a la moitié des adultes qui disent qu'ils ont peur de la prise de parole. Donc, il y a une différence entre avoir peur de prendre la parole et vraiment avoir une peur panique, c'est-à-dire que vous allez tétaniser, vous allez presque vous évanouir, faire un malaise vagal, et ça représenterait entre 15 et 30% de la population qui dit qu'elle est vraiment. Et donc, ça, ce sont des données médicales et qui disent voilà, qu'il y a des gens qui disent là, moi, c'est pas possible, je tombe dans les pommes si je dois prendre la parole. Et en parallèle de ça, il y a 80% des recruteurs en France, 82% qui disent que un candidat qui serait pas à l'aise en entretien, rendez-vous, c'est éliminatoire. C'est un critère éliminatoire. C'est-à-dire qu'ils vont favoriser des gens qui sont à l'aise à prendre la parole, ne serait-ce que dans un entretien. Donc on voit bien là qu'il y a un truc entre une peur qui est quand même ressentie par un bon nombre de personnes, pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. Je suis moi-même intervenu dans des écoles d'ingénieurs, dans des lycées, etc. Et les profs me disaient, mais en fait, à aucun moment on apprend à nos élèves à prendre la parole, sauf qu'après, pour passer des entretiens, trouver des jobs, etc., bah, on sait que les recruteurs, c'est quand même quelque chose qu'ils regardent. Euh, Encore plus aujourd'hui où si par exemple vous êtes coach ou que vous mettez à votre compte, et ben oui, on s'attend à ce que vous puissiez animer des conférences comme je peux le faire là, ou à poster des choses sur les réseaux sociaux, tourner des vidéos, prendre la parole, donner des conférences. C'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est une compétence qui est de plus en plus demandée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette peur, donc, qui est traduite par notre cerveau ancien comme « Ouh là là, il va vraiment se passer quelque chose de dangereux, je vais mourir », euh, même si c'est pas conscientisé comme ça, il faut comprendre que la peur, c'est juste une vision du futur anticipée de manière négative. C'est-à-dire, je présuppose que ce qui va se passer dans le futur va être néfaste pour moi.
Et donc, en fait, c'est juste une vision finalement, hein, qui est partielle de ce que pourrait être le futur. Ce qui se passe, c'est que comment le cerveau a appris cette peur de parler en public. euh, les enfants ne naissent pas, les bébés ne naissent pas avec cette peur de prendre la parole en public. C'est quelque chose qui se construit et qui va s'enregistrer. Le cerveau, c'est ce qu'on appelle le mécanisme SAG, SAG, va sélectionner en fait dans notre histoire, dans notre passé, un petit souvenir isolé, d'accord? Négatif. Exemple, bah, j'ai parlé, oui, j'avais fait un exposé en classe et j'en garde un souvenir très, 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 très mauvais. Mais le cerveau oublie, c'est pour ça qu'on parle d'une sélection, parce que le cerveau oublie tous les autres moments où on a pris la parole dans la cour d'école, en asso, au club de foot, etc. Et ça s'est bien passé. Mais c'est comme ça que cette peur est enregistrée. Il y a une sélection qui est faite dans notre mémoire d'un moment qui a été vraiment négatif pour soi-même. Le A du SAG, c'est l'amplification, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'exagération de l'échec. C'est un peu le côté marseillais, vous savez, on raconte l'histoire et puis la voiture est de plus en plus grosse ou l'inondation est de plus en plus grosse, hein. Au début, il y avait de l'eau juste sous les portes et puis à la fin, il y avait de l'eau carrément jusqu'au plafond de la maison. Et ben notre cerveau, il fait ça et donc ça passe de, OK, le prof m'a fait une petite remarque où il y a une personne qui a ricané au fond de la classe, ça passe de toute la classe s'est moquée de moi. D'accord? Il y a cette amplification qui s'enregistre dans la mémoire. Et le G pour la généralisation, c'est-à-dire que de cet événement sélectionné, la personne va en traduire le fait que de toute façon, ça se passe toujours mal quand je prends la parole. D'accord? Et ça devient du coup une règle universelle. Sauf qu'en réalité, il n'y a aucun lien. Et Einstein a beaucoup étudié ça dans la théorie de la relativité et notamment sur comment dire, le temps. En fait, il n'y a aucun lien entre ce qui s'est passé dans notre passé et ce qui va se passer dans notre futur. Donc, admettons que dans notre passé, on a eu des mauvaises expériences de prise de parole, certes, mais ça ne présuppose absolument pas que ça devrait être la même chose dans notre futur. Mais c'est juste que nous, on a enregistré dans notre cerveau une trajectoire qui serait que, bah, de toute façon, avec moi, ça se passe toujours mal quand je prends la parole. Ça en devient, du coup, des formes de pensée limitantes. Alors, je préfère parler de pensée limitante que de croyances, hein. On parle souvent des croyances. Le problème des croyances, c'est que quand quelqu'un croit à quelque chose, si le coach ou quelqu'un d'extérieur va lui dire non, non, ce à quoi tu crois, c'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se battre quelque part pour défendre sa croyance. D'accord? Si vous avez par exemple une croyance religieuse, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est croyant dans sa religion va essayer d'expliquer, de faire de la pédagogie. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot croyance. De parler de pensées limitantes, ce sont des choses qui sont ancrées, sélectionner certains moments dans notre histoire et pas d'autres, parce qu'il y a forcément un des éléments, figure d'autorité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est venu de quelqu'un qu'on respecte beaucoup, et donc ça peut être peut-être euh, un enseignant, par exemple, ou un professeur, ou un grand-oncle, quelqu'un qu'on respecte énormément. Soit il y a une charge émotionnelle qui est forte, qui est liée à ce souvenir, ça peut être une honte, ça peut être une humiliation, et sont donc des choses qui vont rester gravées. Ou soit c'est quelque chose, et ça peut s'additionner, hein, ou soit c'est quelque chose qui s'est répété, et c'est-à-dire que c'est des moqueries qui se sont répétées, ou c'est peut-être un manager qui régulièrement a dit, alors toi vraiment, t'es vraiment nul en présentation. Et donc on peut avoir l'un ou trois de ces éléments qui vont du coup venir consolider finalement cette pensée limitante. Donc il y a des mots magiques dans ce cas-là, on va euh, comment dire, diluer les choses en disant jusqu'à présent, pas encore. Pourquoi? Parce que on se rappelle que parce que notre passé, alors attendez, il faut que je revienne ici. Voilà, c'est pas parce que notre passé s'est passé d'une certaine manière que le futur devrait se passer de la même manière. Et donc c'est pour ça que on pourra tempérer en tant que coach en disant, OK, jusqu'à présent tu gardes un mauvais souvenir de tes prises de parole ou alors tu n'as pas encore réussi à trouver de l'aisance dans tes prises de parole. Mais ces simples mots, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, ces simples mots permettent de tempérer une vérité, hein, qui est prise comme réelle par la personne. Et donc de commencer à ébrécher un petit peu
la pensée limitante dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que déjà à ce stade, c'est clair pour vous? Hello, Gwendoline, Kathleen qui viennent de nous rejoindre, Corentin, Mathieu, n'hésitez pas dans le chat s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair ou sur lequel vous avez besoin de plus d'explications. Je vais, je vais assez vite. Enfin, c'est des concepts qu'on approfondit vraiment, qu'on approfondit vraiment dans la formation de prise de parole. Mais au moins que ça puisse vous éveiller, vous donner des explications et de comprendre, par exemple, ne serait-ce que par rapport à vous-même, comment ces mécanismes se sont construits, qu'est-ce qui aujourd'hui peut aussi vous limiter dans votre aisance. Kathleen dit justement, je suis en train de chercher une pensée limitante car j'ai commencé le module 2. Ah, cool, Kathleen, ouais, j'ai vu que tu passais à l'action et tout, que tu faisais les exercices. Donc ça, c'est très, très cool. Introversion, extraversion, juste, j'en touche un mot parce que les gens vont agir comme ils se définissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne se définit comme, bah moi de toute façon je suis un introverti, la personne va agir comme un introverti. Et ça veut dire que quelque part, prendre la parole en public ou s'exposer pour donner une conférence, bah, ça va être contraire avec comment dire, la définition qu'elles ont d'elles-mêmes. Et donc, ça va pas matcher. C'est-à-dire que la personne va se dire, bah, non, 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 c'est pas moi qui vais faire la présentation. Non, chef, c'est pas moi qui va présenter ça. Sauf qu'en réalité, le problème de cela, c'est que, alors, on peut avoir une tendance, d'accord, à être plutôt introverti, plutôt extraverti. Ça définit plutôt la manière dont on va se ressourcer. Donc, l'introverti se recherche son énergie plutôt seul, dans la solitude, dans l'introspection. S'il y a trop de stimulation autour, ça va épuiser la personne. Là où les personnes plutôt à tendance extravertie vont aller se ressourcer au contact des autres. Et donc, typiquement, vendredi soir, vous terminez votre semaine. L'introverti qui a vu beaucoup de monde dans la semaine, ben, vendredi soir, il ne va pas sortir, il va rester chez lui, dans son petit jardin euh, pour être au calme, se recharger. À l'inverse, l'extraverti va dire, j'ai besoin de voir du monde. OK? Mais il faut bien comprendre que, étant donné que les gens ont tendance à euh, euh, mener leur comportement en accord avec la pensée qu'ils ont d'eux-mêmes, bah, le problème c'est que un extraverti qui donnerait une conférence devant 4 5 personnes, où il arrive dans une salle et s'aperçoit qu'il n'y a que 4 5 personnes dans la salle, il va être dégoûté, il va dire, oh, bah alors il n'y a personne dans la salle, ma conférence ça va être nul et tout. Non, pas forcément. À l'inverse, l'introverti qui arrive dans une salle, il y a 500 personnes dans la salle, là, il va dire oh là là, alerte, alerte, ça va pas se passer comme ça. Alors que chacune et chacun est capable de faire preuve d'extraversion ou d'introversion en fonction du contexte. D'accord? Il y a des gens qui sont très introvertis dans la vie, mais qui ont des bandes de potes et qui ont une vingtaine de bandes de potes, et quand ils sont avec leurs potes, ils ne sont pas introvertis à ce moment-là. Par contre, ce qui est clair, c'est que en fonction des tendances des personnes, dans la prise de parole, l'introverti, on va plus amené à concevoir la scène, s'il s'exprime, par exemple, il donne une conférence sur une scène, comme son jardin secret. C'est-à-dire que l'introverti cultive son jardin intérieur et c'est un petit peu de dire, ben venez visiter mon jardin. Venez visiter mon jardin intérieur. C'est mon jardin, donc je suis dans mon lieu. C'est moi qui maîtrise mes règles, c'est ma scène, c'est ma conférence. Et venez voir mon jardin. L'extraverti, à l'inverse, on va lui proposer d'avoir une cœur-versation plutôt qu'une conversation, donc une conversation de cœur à cœur, parce que ça va être important pour l'extraverti de pouvoir partager avec les gens et d'avoir ce feedback et de comprendre que les gens sont avec lui. Euh, donc voilà ce que je voulais partager par rapport à ça, introversion, extraversion, c'est pareil, c'est des choses à creuser. Je sais que Kathleen, tu as commencé à creuser ces choses-là. Les parts de soi, c'est un petit peu plus loin que l'introversion, extraversion. On va découvrir et creuser là dans le programme que on a différentes parts de soi, d'accord, et on va se comporter de manière différente en fonction des contextes, des environnements. Les personnes qui disent, ah mais moi de toute façon je suis timide, moi j'ai beaucoup rencontré ça dans les lycées ou en école d'ingénieur deuxième, troisième année, et les jeunes me disaient, non mais moi de toute façon je suis timide. Et c'était une sorte de sentence de bah, de toute façon, moi je suis timide, donc je ne peux pas passer au tableau, parler devant les autres. Et moi de les taquiner en disant, écoute, je t'ai vu tout à l'heure à la machine à café ou à la pause avec tes potes, t'avais loin l'air d'être timide, quoi. Enfin, t'avais pas trop l'air d'être timide. Ah oui, donc bon, en général, la personne rougit un peu et tout. Mais en fait, c'est juste que
on va adopter un comportement de timidité dans un certain contexte, parce que c'est quelque chose du coup qui va nous sécuriser, mais ça ne veut pas dire qu'on est timide. Et donc on peut, tout comme un artiste qui va endosser ses habits de lumière et être une bête de scène sur la scène, et on va se dire, waouh, cette personne, ah, il est vraiment à l'aise quand il y a du monde. Et en fait, non, parce qu'une fois qu'il va enlever ses habits de scène, peut-être qu'à côté de ça, il va se comporter comme quelqu'un de timide. Donc c'est important de voir que en famille, au travail, entre amis, on va pas tous s'exprimer pareil. Et c'est assez rigolo de voir que, par exemple, j'ai déjà rencontré, moi, des hommes très charismatiques au travail. C'est-à-dire que vous les voyez, c'est des personnes qu'on impose, qui dirigent tout, qui ceci, qui cela. Et par contre, une fois qu'ils rentrent à la maison, chez eux, ils sont complètement effacés, ils ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent exprimer, etc. Hein, je l'ai vu aussi chez les femmes, hein. Enfin, ça marche dans les deux sens. Et à l'inverse, des personnes qui en famille sont très blablabla, c'est eux vraiment qui dirigent la barque, euh, et qui par contre au travail, tout d'un coup, se limitent, d'accord, se limitent dans leur expression. Et pareil avec les amis, hein. Et donc, c'est finalement différentes parts de soi qu'on va plus ou moins exprimer en fonction des contextes. Et donc, le coach qui accompagne ces personnes-là, il va pouvoir jouer avec ces différentes parts de soi. Parce que quand on est en train de travailler une présentation, dire, bon, écoute, on va poser la présentation de côté, on va s'amuser. Là, on va imaginer que tu es entre potes, t'es avec tes amis, tu as une soirée, tu es en train de leur raconter la conférence que tu vas faire demain. Comment tu leur expliques la conférence? Ah oui, mais là, c'est pas pareil, c'est avec des potes. Ok, vas-y, montre-moi, qu'est-ce que ça donne? Et là, la personne, tout d'un coup, elle a de l'aisance, elle exprime, ah ouais, je vais parler de ci, je vais parler de ça, j'ai de machin. Ok. Donc qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quand on change le contexte, ouais, mais là c'est sérieux, tu comprends. Et donc, le coach va creuser ça, d'accord? Hein, ça va être notre job en tant que coach en prise de parole. Donc, je disais là, la question n'est pas qui tu es, mais ah, mais je vois qu'il n'y a pas de tout en fait. Il vous manque des petits bouts, oui, parce que je suis pas tout à fait en plein écran. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est plutôt comment tu te comportes dans les différents contextes. Le système nerveux. Parlons du système nerveux, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du cerveau ancien, de la glossophobie et notre système nerveux. Donc il y a plusieurs systèmes nerveux. On a déjà le système nerveux euh, autonome. Donc celui, il marche tout seul. Typiquement, notre respiration, elle marche tout seul. Tant mieux, je ne suis pas obligé là de penser à ma présentation et en même temps de penser à comment je respire. Et j'ai un système nerveux volontaire où là, je décide, tiens, là, je décide de prendre mon verre et de boire un coup. Ça, c'est le système nerveux volontaire. Et dans le système nerveux autonome, on a le sympathique et le parasympathique. Donc, le sympathique, c'est plutôt celui qui va s'activer le matin et qui va nous aider à se lever et à se mettre en route. Et à l'inverse, le parasympathique, c'est lui qui va nous relaxer. Et donc, par exemple, quand on a du mal à dormir, c'est que le sympathique, il est trop activé parce que, je sais pas, on a été excité par notre journée et on a besoin de réactiver le parasympathique pour calm down, on se calme pour pouvoir dormir. Et c'est ce qu'on fait avec les enfants souvent. On va organiser des temps calmes, hein, pour réguler un petit peu l'excitation, etc. Et donc, en fait, en fonction des profils, on ne va pas avoir besoin du même type d'accompagnement. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients en prise de parole en public qui, par exemple, face à un enjeu, vont suractiver le parasympathique et donc ils vont se retrouver tétanisés, paralysés, et plus bouger, je sais pas, j'ai le texte, j'ai le machin, d'accord? Donc, eux, de quoi ils vont avoir besoin? Eux, ils vont avoir besoin d'activation, d'accord? Faut qu'on, là, on va pas les secouer, d'accord? Mais ils vont avoir besoin d'activation. À l'inverse, vous avez des profils qui, à l'approche de l'échéance, sont de plus en plus nerveux. On peut pas les tenir en place. Ils vont dans tous les sens. Ils ont le cœur qui boum, 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 qui part comme ça. Ils ont l'impression qu'il va sortir de la poitrine, les mêmes moites, etc. Et ça, c'est le sympathique qui va être suractivé. Donc, nous, en tant que coach en prise de parole, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir juste des recettes toutes faites en disant aux gens, bon, bah, de toute façon, quand tu es stressé avant une prise de parole, il faut faire ça. Bah oui, chef, mais ça dépend. Est-ce que ton client, il est plutôt à profil système nerveux sympathique suractivé ou est-ce qu'il est plutôt en profil système nerveux parasympathique activé? Parce qu'en fonction du profil, du coup, un exercice sera pas du tout le même. Et les exercices que je vous propose là, c'est ceux que Dan Brûlé, donc le coach de respiration de Tony Robbins, lui a enseigné.
Et ces exercices-là, ils vont pas être les mêmes en fonction du profil auquel on s'adresse. Donc, un profil sympathique, suractivé, donc la personne qui est là, blablabla, elle va avoir besoin de se calmer, d'accord? Donc, on va faire des inspirations qui vont être plus courtes que les expirations pour restimuler le parasympathique. À l'inverse, les personnes qui sont tétanisées, qui se retrouvent à deux de tension, tout d'un coup, là, je peux plus bouger, la personne dans les coulisses, bah viens, il faut que tu passes. Non, je peux plus bouger parce que j'ai trop peur. Eux, on va avoir besoin d'activer le sympathique et donc pour ça, on va utiliser des respirations dynamisantes. Avec là, par exemple, on va avoir un temps d'inspiration qui va être doublé par rapport au temps d'expiration. Mais on a aussi d'autres techniques de respiration. On a la respiration de feu, par exemple, qu'on apprend pendant le programme. Donc, il y a plusieurs, il y a plein de respirations qu'on peut utiliser. Par contre, juste attention, le système nerveux, si on le projette dans un environnement qui est beaucoup trop loin de sa zone de confort, il va vous péter au nez, d'accord? Et votre client, vous n'allez pas comprendre pourquoi il ne revient pas à la séance d'après ou il va vous faire une mauvaise pub parce que quelque part, vous l'avez jeté à l'eau de manière trop brutale, d'accord? Donc, c'est des choses qu'il faut gérer quand on est coach en prise de parole en public. Kathleen, tu dis, est-ce qu'on utilise la respiration par le ventre? On peut, mais c'est pas obligatoire en fait. C'est sûr que si tu veux être dans une technique de respiration qui va être plutôt pour activer le parasympathique, donc pour calmer, ça sera intéressant effectivement d'avoir le relâché du ventre pour la respiration. Mais si à l'inverse, tu veux une respiration dynamisante, on n'est pas forcément obligé d'utiliser le ventre. Gwen, tu dis, c'est ce qu'on bosse dans les techniques ouais, d'optimisation du potentiel qu'on utilise à l'armée. Tout à fait, exactement. C'est de là que viennent ces méthodes, hein. Dan Brûlé a beaucoup travaillé avec les services spéciaux russes, américains, français, israéliens, asiatiques. Enfin, il a travaillé avec beaucoup de... les nageurs de combat aussi utilisent toutes ces techniques-là. Donc moi, c'est comme ça que j'ai appris tout ça. Alors, bah, moi, au départ, j'étais formé en cohérence cardiaque auprès d'un médecin qui enseigne ça, qui a écrit d'ailleurs des tonnes et des tonnes de livres là-dessus. Mais du coup, oui, Dan Brûlé a poussé les choses beaucoup plus loin. Et en fait, bah, ça c'est génial parce que c'est sans médicaments, c'est portatif, hein, c'est-à-dire que chacun porte sur soi sa respiration et donc on peut utiliser ces techniques-là et les enseigner, nous, à nos clients en prise de parole en public. Donc c'est un petit peu la télécommande. Euh, cool, merci pour vos retours. Euh, ah oui, le lâcher prise pour gagner en contrôle. Il y a un paradoxe. Alors là, j'en parle dans la prise de parole en public, mais c'est pas forcément, c'est aussi intéressant dans plein d'autres domaines, hein. Mais c'est que il y a des personnes qui vont chercher à surcontrôler, qui vont aller vérifier la salle 4 fois, qui vont vérifier la sono 5 fois, qui vont vérifier les slides, la présentation, le machin, truc. Euh, mais plus on va chercher à contrôler, moins on va se retrouver performant. Pourquoi? Parce que on recherche à contrôler le monde extérieur, alors que ce qui va nous rendre performants, c'est de contrôler notre monde intérieur. Voilà pourquoi on va avoir besoin de lâcher un petit peu prise. La perfection technique, par exemple, les gens n'ont pas besoin, dans une prise de parole en public, le public, alors que ce soit une vidéo, que ça soit un podcast, que ça soit un live, une conférence, peu importe. Bah, Kathleen, tu as testé là justement quand tu as tourné des vidéos, là, tes premiers exercices en vidéo. Bah, cette notion de perfection, si on cherche cette perfection, en réalité, le public en face va être beaucoup plus sensible à un message sincère qu'aurait quelques E, etc., plutôt qu'une gestuelle désalignée avec ce que la personne essaye de dire, hein. Et donc, on a vu des hommes et femmes politiques se rétamer là sur les 5 dernières années, enfin sur les précédentes tours d'élection présidentielle, parce que certains ont voulu s'inventer une gestuelle qui n'était pas la leur, et en fait, ça sonnait complètement faux. Euh, et donc, du coup, on va avoir besoin de, oui, travailler de la technique de prise de parole avec nos clients, mais en même temps les aider à pouvoir lâcher prise sur cette perfection technique. Parce qu'un meilleur message n'est pas un message le plus parfait. Il y a aussi cette histoire de besoin de meubler où les gens ne vont pas être à l'aise avec le silence. Et des fois, le silence est très intéressant. Et on voit justement comment le silence est un vrai outil de leadership et d'autorité. On voit ça dans la formation pour pouvoir enseigner ça à nos clients parce que le silence peut avoir plein d'usages différents.
Et donc, c'est important du coup d'être à l'aise avec le silence. En tout cas, de travailler le fait d'être à l'aise avec le silence. Euh, Dans l'attente du résultat, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils font de la prise de parole en public, se mettent l'enjeu d'être validés par l'audience. Alors que c'est pas ça qu'on cherche. C'est-à-dire que l'audience n'est pas là. Donc l'audience, que ce soit un nombre de likes, de vues, ou en présentiel, ou un nombre de personnes, etc., l'audience n'est pas là pour vous valider. D'accord? Pour vous dire, c'est bien, mon petit, tu as fait une bonne présentation, tu es un bon gars. C'est pas ça. D'accord? La question, c'est, OK, est-ce que ça match? Est-ce que la présentation, est-ce que ce qu'on transmet, c'est reçu? D'accord? Et pas, est-ce que moi, en tant qu'humain qui transmet ça, les gens me valident, les gens m'aiment, etc. Hein. Bon, ça, c'est d'autres choses qu'il y a besoin de creuser. Idem sur le jugement du groupe. Euh, un groupe va avoir une dynamique et donc une audience va avoir une dynamique. C'est clair que si vous passez, par exemple, imaginez une journée de conférence, vous passez en fin de journée à 18 heures, il y a eu du décalage horaire pour les participants, tout le monde est éclaté, fatigué, bah, c'est sûr que vous n'aurez pas la même audience que le matin au démarrage de la journée. Mais ça, c'est pas vous qui le décidez en tant qu'orateur. Et donc, du coup, la qualité de votre prise de parole ne doit pas, en tout cas vous, dans votre perception ou celle de vos clients, dépendre de facteurs extérieurs qui ne dépendent pas de vous. Hmm. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui... C'est un paradoxe, parce que quelque part, on veut essayer d'optimiser, d'avoir la meilleure présentation possible, et puis en même temps, il faut accepter de lâcher bien des choses pour, au contraire, avoir une présentation sincère, authentique, qui va connecter et dont le message va passer. Euh, alors, est-ce que, par rapport à ce que je vous ai présenté là, est-ce que vous avez des questions? L'idée, c'était de, voilà, de vous parler de cette glossophobie, de la peur de la prise de parole en public et de vous expliquer que déjà, si vous rencontrez ça ou vous l'avez rencontré, bah, vous n'êtes pas tout seul, hein, vous avez vu, ça représente quand même un gros pourcentage de la population. Numéro 2, ce sont des choses qui se surmontent. Et numéro 3, quand bien même vous voudriez devenir coach en prise de parole en public alors que vous vivez ou avez vécu de la glossophobie, bah, au contraire, ça va être une forme de super pouvoir pour vous. Parce que quand vous direz à vos clients, bah, tu sais, j'ai connu ça, parce que moi j'ai connu ça, d'arriver, de monter au pupitre et de faire demi-tour et dire, ah bah, je suis désolé, je peux pas. Ou alors de dire, bah, j'ai les mains qui tremblent, etc. Et si moi j'ai pu le surmonter, bah, quelque part, je pense que je peux t'aider à le surmonter aussi. Ok, cool. Bah, écoutez, je vois qu'il n'y a pas il y a pas de questions en particulier. Est-ce que, petit sondage comme ça, Mathieu, Corentin, Gwendoline, Kathleen, est-ce que vous avez déjà vécu vous-même une mauvaise expérience de prise de parole en public, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou alors est-ce que c'est un truc sur lequel vous êtes à l'aise? Enfin, je veux dire, il y a jamais eu aucun drama, ça c'est tout s'est bien passé. Moi, je me souviens d'une expérience de prise de parole en public qui était vraiment horrible. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne parlais pas. Ok, pas de drama, Mathieu. Ok, nickel. Aujourd'hui à l'aise, mais il y a fort longtemps, j'en ai eu quelques-unes. Ok, ok. Moi, je me souviens j'avais un exposé à faire en anglais et j'avais aussi un mémoire à rendre. Et donc, je passe devant toute la classe, je fais ma présentation avec mon anglais qui était ce qu'il était. Et à la fin de la présentation, le prof prend le mémoire et il le balance comme ça dans la salle et il dit That's piece of shit. C'est la grosse merde. Et ok. Et donc ça, c'était enfin c'était un amphi devant toute la classe et tout le monde était là. Ok, ok, c'est une expérience assez intéressante. Mais ok, Gwen, ok, toi tu viens de très loin, c'était hors de portée. Ok, cool. Donc voilà. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses à faire. On est dans un monde où de plus en plus de gens vont avoir besoin de prendre la parole et de s'exprimer. Et même s'ils ne sont pas forcément victimes de glossophobie, toutes les techniques de prise de parole en public, il y a énormément de choses à apprendre pour que ça soit efficace. Hein, donc il y a aujourd'hui beaucoup de managers qui ressentent le besoin de se former. Il y a de plus en plus aussi de créateurs de contenu et avec l'IA qui arrive, des gens qui se disent, bah mince, faut que je fasse du live, faut que je fasse du vrai, parce que sinon, on va tous être remplacés par des petits avatars IA. Donc, bah, du coup, ça veut dire que j'ai besoin d'être à l'aise en direct, en live, etc. Et donc, et il y a de plus en plus, du coup, de besoins d'accompagnement. On avait vu dans le live il y a de 15 jours que, du coup, le marché, donc, qui pesait, je sais plus, il était évalué à 3,5 milliards et je crois que ça va passer à 7 milliards. Ça, c'est le marché
de la prise de parole en public et les projections, comment dire, expriment vraiment une augmentation en besoin avec très très peu de gens formés. Donc c'est la raison pour laquelle je réouvre les portes de la Public Speaking Factory, qui est en fait la seule approche holistique codifiée. Donc holistique, ça veut dire qu'on va traiter tous les points. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de formations et de cours de communication et de prise de parole en public, mais qui sont silotés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je connais par exemple des comédiens qui viennent du monde du théâtre et qui font du coup des cours d'expression orale parce qu'ils viennent du théâtre et vraiment ils apprennent comment se positionner, comment incarner dans son corps. Mais ils vont pas apprendre l'éloquence, ils vont pas apprendre comment placer sa voix, etc. Et donc, pourquoi je sais ça? Parce que j'ai moi-même accompagné ces personnes-là à, par exemple, mieux poser leur voix, etc. ou avoir plus d'éloquence, travailler des pitchs, etc. Et pour eux, c'est assez difficile des fois d'enlever le rôle. Et donc, c'est une approche qui est cool, mais c'est qu'aujourd'hui, vis-à-vis des gens qui ont besoin d'apprendre la prise de parole en public, bah, si on leur dit, bah, va prendre des cours de théâtre, parce que comme ça, tu vas apprendre à être à l'aise sur scène. Ensuite, bah, va prendre des cours de chant, parce que comme ça, tu vas apprendre à poser ta voix. Sauf qu'en réalité, la voix chantée, la voix parlée, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin de faire des la 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 la, des vocalises, etc. si on veut juste poser sa voix quand on parle. Tout comme les cours d'éloquence, où là, on va vraiment apprendre de la rhétorique. Et donc, les hommes politiques travaillent beaucoup ce truc-là, parce qu'ils veulent avoir réponse à tout dans les débats. Et donc, ils apprennent des exercices de rhétorique. Mais sauf que c'est à chaque fois des approches partielles. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en forme cette approche holistique dans laquelle on va traiter tout ça finalement. On va traiter comment visuellement, dans le non-verbal, notre corps va communiquer, comment vocalement on va apprendre à utiliser notre voix euh, pour être plus efficace en prise de parole en public et comment on va pouvoir choisir nos mots, les agencer pour être plus percutant dans nos messages. Alors je dis nous, parce qu'évidemment, en tant qu'apprenant, coach en prise de parole en public, bah, on va apprendre à maîtriser toutes ces techniques, mais en plus, c'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir transmettre à nos clients. L'idée, c'est que j'ai vu aussi beaucoup dans les cours de communication et prise de parole, beaucoup de coaching à l'intuition, c'est-à-dire le prof en général est un super communicant et vous passez devant lui et lui dit ah, plus ci, plus ça. Mais en résultat, en réalité, c'est toujours selon son intuition et donc c'est jamais vraiment structuré. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de méthode et on ne sait pas forcément le répéter. Et à l'inverse, j'ai voulu développer cette méthode ISPO que j'enseigne maintenant depuis plusieurs années et dans la prise de parole en public, on va utiliser ce qu'on appelle un double ISPO parce que ça va servir pour le coach comme de GPS pour vraiment pas être lié à son intuition ou à son état d'humeur, mais vraiment d'avoir une carte, dire OK, mon coaché là se trouve là sur la carte et il veut aller là. OK, voici les exercices, voici la méthode, comment je vais pouvoir l'emmener. Un des gros manques aussi que j'ai pu repérer dans les cours de communication de prise de parole en public, c'est que on va vous apprendre à communiquer, mais si vous voulez vivre de cette activité, si vous voulez vous-même exercer en tant que coach en prise de parole en public, ben, on ne vous parle jamais de comment on fait pour vivre de ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu intégrer un module business dans lequel on voit les modèles économiques de la prise de parole publique, qu'est-ce qu'on peut vendre, à combien on peut le vendre, à qui on peut le vendre, quelles sont les manières de proposer ça. Et donc ça, c'est un sujet aussi qu'on voit dans la Public Speaking Factory. Le cadre psychologique, donc là on a parlé de glossophobie, le mindset, etc. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas enseigner la communication si on ne s'intéresse pas à ça. Enfin, selon moi en tout cas, pour que nos coachés aient des résultats. Si la personne est paralysée à l'idée de prendre la parole en public, elle peut apprendre des techniques, des astuces, des tips, etc. Mais si la peur est toujours là, la peur est toujours là. Donc nous, en tant que coach holistique, on a besoin de pouvoir accompagner la personne là-dessus. Et en ce qui concerne le verbal, les stratégies de communication pour être efficace, voilà, on a des structures de pitch, on a des templates, des fiches récap, etc. Parce qu'il y a des manières d'agencer les mots qui font que pour un même sujet qu'on va expliquer, bah, il y a une manière qui va être très très claire et l'auditeur en face, il va tout de suite percuter, ou il y a une manière qui va embrouiller l'auditeur, la personne va dire je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, pour vos clients, par exemple, il y a une coach que j'ai formée cette année. Ben, elle travaille, par exemple, là, en ce moment, elle travaille avec comment dire, une agent commercial. Donc, c'est une commerciale. Elle, évidemment que la prise de parole en public, pour elle, c'est un sacré atout. Parce que plus elle va être à l'aise dans sa communication et notamment dans ses structures de pitch,
dans les produits qu'elle vend, bah, plus elle va toucher des commissions parce qu'elle est payée à la commission. Et donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont être intéressés que vous puissiez les accompagner là-dessus. Des gens qui ont besoin de communiquer, peut-être de créer du contenu, un podcast, une chaîne YouTube, j'en sais rien, et qui se disent, ouais, mais moi, j'ai jamais trop appris à parler, j'ai besoin d'être efficace là en 30 secondes sur un réel sur Instagram. Ok, vous allez pouvoir les aider parce que vous allez avoir les structures qui vous sont fournies dans cette formation. Euh, une personne qui a besoin d'être convaincante quand elle va lever des fonds parce qu'elle pitch pour des startups, etc., bah c'est pareil. Ils vont adorer travailler avec vous parce que vous allez leur apprendre la conviction. Et je partageais ça dans la dernière conférence. J'ai échangé avec des fonds d'investissement. Donc, c'était deux dirigeantes en fait d'un grand fonds d'investissement. Et en fait, elles m'ont remonté deux choses. Elles m'ont remonté que les pitchs que eux signaient, c'est-à-dire que les deals que eux signaient, donc on parle de deals où le fonds d'investissement va donner 5 millions à la startup pour se lancer, d'accord? Et elle disait, en réalité, c'est tout au bas goût. Et quand je dis, mais ça veut dire quoi au bas goût? Parce qu'il y a quand même des dossiers, etc. Elle dit non. En fait, si la personne est à l'aise quand elle prend la parole, on a envie de l'acheter et on a envie d'acheter son projet. Et oui, on va regarder les chiffres parce qu'on est des investisseurs sérieux, mais c'est clair qu'on misera plus facilement sur une personne qui est à l'aise quand elle nous présente son truc que sur quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Et de manière paradoxale, c'est que plus les gens sont experts et techniques dans un sujet, moins ils vont être pédagogues et à l'aise dans la transmission de ça. Et donc, ouais, Kathleen, en effet, les gens vont acheter un peu le chef d'entreprise comme ambassadeur de sa marque, de son entreprise, et vont acheter plutôt lui que le produit. Enfin, ils vont aussi acheter le produit, mais ils vont acheter surtout lui. Ça, c'est la première chose qu'elles m'ont remontée. Et la deuxième chose qu'elles m'ont remontée, parce que c'était un fonds d'investissement spécialisé dans les startups féminines, c'est qu'elles avaient remarqué euh, beaucoup plus de lacunes, en fait, chez les femmes entrepreneurs qui se présentaient et en fait, elle expliquait, parce qu'elles ont, c'est des nanas qui avaient pas mal de bouteilles, et elle disait, mais nous, par exemple, en codir, quand on siégeait en codir, les gars nous rabaissaient toujours un petit peu le caquet en parlant plus fort. Et donc, au bout d'un moment, on laissait tomber, et puis on se taisait. Et donc, ça se répercute maintenant, où elles se retrouvent avec des femmes qui viennent pitcher, sauf que comme elles ont souvent été écrasées verbalement, etc., dans leurs précédentes expériences, bah, elles sont plus si à l'aise à présenter les choses. Donc vous, en tant que coach en prise de parole en public, si c'est des choses qui vous parlent, vous pouvez aussi travailler sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus. Alors, la prochaine rentrée, c'est en septembre. Septembre 2026, là, de cette année, septembre 2026, on redémarre les sessions de supervision. Il y a 12 places qui sont ouvertes, donc moins 2 du coup, puisqu'il y a 2 places déjà qui ont été pourvues. Ça veut dire que fin décembre, vous recevez une certification de formation professionnelle. Donc, je représente un organisme de formation qui est certifié Calliope. Hein, donc, c'est pas, vous n'avez pas un truc en chocolat, vous avez une certification professionnelle que vous pouvez faire valoir si vous voulez travailler dans le monde de l'entreprise. Et ça veut dire aussi que si vous voulez vous lancer dans cette activité et la monétiser, quand je parle de monétiser, comprenez que la plus petite prestation d'accompagnement en prise de parole en public, c'est 1500 euros, hein, pour vous, peut-être 5 à 6 heures de travail. Évidemment, après, ça va monter à 3 à 4 000, etc. Euh, mais donc, du coup, à partir de janvier 2027, d'accord, c'est un programme qui est dense, qui est volontairement est très synthétique et efficace dans ses enseignements. Et vous pouvez même, si vous le rejoignez là, dans les prochaines semaines, commencer déjà à grignoter les modules cet été. Mais donc, vous serez opérationnel très rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le tarif. Donc, l'investissement pour cette formation, c'est 3700 euros. Pourquoi je parle d'investissement? Parce que je vous en ai parlé juste avant. Le moindre accompagnement en prise de parole en public, aujourd'hui, ça se vend 1500 euros. Donc, ça veut dire qu'en gros, avec deux accompagnements et des petits accompagnements, hein, deux petits accompagnements de base que vous vendez, vous remboursez en gros votre formation. Donc, c'est pour ça qu'on est dans quelque chose d'assez rapide, d'assez court. Si à la fin de la formation, vous ne vous sentez toujours pas capable d'accompagner des gens officiellement à la sortie, je m'engage et c'est ma garantie parce que je suis sûr des enseignements que je propose, c'est ma garantie, c'est que je continue à vous suivre jusqu'à ce que vous sentiez prêt, que vous soyez prêt, d'accord, à vraiment vous lancer en tant que coach en prise de parole en public. Donc 3700 euros, c'est le tarif 2026, d'accord? Je sais déjà qu'en janvier 2027, les tarifs bougeront.
La formation, non, est pas éligible au CPF. Elle peut être finançable par des OPCO, par la région, mais effectivement, bah oui, Mathieu, comme d'habitude. Alors, pour vous expliquer hein, la logique par rapport au CPF, parce qu'il y a il y a un grand mythe par rapport à ça. En gros, aujourd'hui, dans les formations qui restent éligibles au CPF selon la nouvelle loi de finances du gouvernement, en gros, c'est les cours de langue et les outils type bureautype, Excel, etc., qui vous permettent en tant qu'employé d'être plus efficace dans votre travail. Et donc là, ils sont en train de... Donc je sais qu'il y a encore des centres de formation, d'accord, qui vendent CPF, leur formation, etc. Mais ils sont en train de se faire rattraper par la patrouille et on leur demande, tenez-vous bien, de rembourser les fonds qu'ils ont perçus parce que l'État n'a pas perçu les charges. Et ils demandent aux apprenants du coup, de rembourser aussi ce qui a été pris dans leur fonds CPF. Donc, on n'a pas pris le risque. Hein, en 2026, on avait regardé début 2026 pour la rendre éligible. Et l'auditeur nous en a dissuadé en disant, je pourrais vous valider le tampon et que la formation soit éligible, mais ça sera pour 2, 3 mois. Et de toute façon, si vous êtes contrôlé après, et vos apprenants et vous, vont se faire taper sur les doigts. Donc, on n'a pas voulu prendre ce risque. Euh, Maintenant, cette formation, c'est vraiment pour vous lié à une professionnalisation. C'est-à-dire, si vous voulez juste, dans votre cas, apprendre des skills de prise de parole en public, à ce moment-là, je vous invite à plutôt à pas investir dans une formation de ce type, d'accord? Cette formation de ce type, c'est vraiment une formation qui est professionnalisante. Donc, dans ce cas-là, effectivement, comme nous dit Kathleen, vous la financez vous-même parce que vous savez que vous allez vous lancer et qu'en fait, dès votre premier, deuxième mois d'activité, quelque part, vous allez vous rembourser cet investissement. Hein, mais donc c'est pour ça que je préfère être clair aussi. C'est pour ça aussi que le nombre de places est assez réduit parce que le but c'est vraiment que ça soit professionnalisant. Donc si c'est juste pour vous, je pense que ça serait dommage. Si par contre c'est et pour vous et aussi pour vous professionnaliser dans l'activité, donc dans ce cas-là, en effet, ça sera le bon programme. Si voilà, si cette présentation vous parle, alors il y a une playlist sur YouTube, sur la chaîne Vocal Coach Factory. Il y a une playlist avec les replays des précédentes émissions que j'ai organisé à ce sujet. Donc, vous pourrez apprendre plein de choses sur cette thématique. Donc, vous pouvez aller voir cette playlist si ça vous parle. Et si vous avez des questions par rapport au programme, vous avez besoin d'avoir le programme détaillé et qu'on échange un petit peu plus sur votre projet, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un mail. Donc là où vous avez reçu le lien, par exemple, pour accéder à cette conférence, vous m'envoyez un petit message et puis on se prend rendez-vous pour en parler. Si vous regardez en replay cette vidéo, vous trouverez un lien sous cette vidéo pour cliquer pour prendre rendez-vous pour échanger avec moi. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Eh bien, merci Mathieu, merci Corentin. Tiens, petite question comme ça, par rapport à la thématique, qu'est-ce qui vous intéressait, vous? Est-ce que c'est la glossophobie en elle-même, ou est-ce que c'est la perspective de peut-être un jour exercer? Est-ce que c'est la prise de parole? Dans quelle mesure cette thématique vous intéressait, là? Juste petit sondage comme ça. J'en profite pour boire un petit coup parce que il fait quand même encore chaud à cette heure-ci. Donc Kathleen, toi, bah, je sais que tu es passionnée, tu as fait tu as fait le saut, yes. Euh, Gwen aussi, du coup, vous allez pouvoir vous retrouver. Et juste en apprendre sur la glossophobie. Ok, cool. Corentin, sur la glossophobie en elle-même pour voir le sujet. Ok, super. Super. Bon, j'ai été assez vite, hein, mais vous verrez là donc, dans les slides, si vous regardez comment dire, le replay, vous pourrez vous poser les questions par rapport à tous les sujets dont je parlais, introversion, extraversion, sur ok, votre système nerveux, est-ce qu'il est plutôt le para-activé ou le sympathique activé? C'est des questionnements que vous pouvez euh, vous poser du coup, ou peut-être vis-à-vis de personnes que vous accompagnez, que vous aidez. Euh, voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Yes, Sylvie, hello, hello, hello. Très bien, on a des connexions qui se font. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention.
Pour les personnes qui nous regardent en replay, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si ce sujet vous parle et on peut échanger. Vous avez encore jusqu'à début septembre pour démarrer. Félicitations aux personnes qui ont déjà décidé de nous rejoindre et vous allez pouvoir vous faire plaisir cet été en commençant à grignoter déjà les premiers modules. Et bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et un très bel été. À tout bientôt. Ciao, ciao.